Merci, bonjour à tous. Je crois que j'aurai pas le temps de faire le tour du monde des conflits en 20 ou 25 minutes. Je vais aller au plus vite et essayer de donner quelques idées forces par rapport à cela. Il y a un peu plus de 30 ans, 35 ans maintenant, il y avait l'espoir d'un nouvel ordre mondial. Gorbatchev s'était installé, lancé dans une politique de rapprochement avec le monde occidental, et son objectif, c'était de parvenir à un monde qui serait régulé par le droit, dans lequel l'ONU aurait récupéré les pouvoirs qui étaient les siens lors de la rédaction de la charte, mais qu'elle n'avait jamais pu exercer du fait de la division Est-Ouest du monde. Et c'est pour cela que, ne voulant pas protéger son allié irakien qui avait envahi le Koweït, pour la première fois, un pays membre permanent du Conseil de sécurité ne mettait pas son veto sur une résolution prévoyant une sanction contre ce pays parce que c'était l'allié. Et la guerre du Golfe de 1990 a été non pas une guerre de l'Occident contre un pays arabe, mais une guerre de la communauté internationale contre un pays qui avait gravement violé le droit international en annexant un autre. Malheureusement, ces espoirs ont été vite dissipés, puisque Gorbatchev n'est pas resté au pouvoir. La perestroïka a échoué, on ne l'a peut-être pas suffisamment aidé lorsqu'il en avait besoin. L'URSS s'est scindée en 15 entités, et ça a été le déclin de la puissance de Moscou, et puis une restauration d'une puissance, mais de façon brutale, par Poutine par la suite. Et donc, finalement, le retour a été que on a évité, on a empêché la création d'un ordre mondial nouveau et que la tentation de la création d'un monde unipolaire dans lequel la démocratie américaine aurait exercé un impérium bienveillant et nonchalant parce que c'était une démocratie, s'est vite brisée sur les réalités de conflits nombreux. Il y a effectivement deux conflits majeurs aujourd'hui qui sont majeurs pour nous, qui sont le conflit entre la Russie et l'Ukraine, tel que nous le voyons, ou le conflit de la Russie contre le monde occidental, et puis le conflit Israël-Hamas, ou la guerre de Gaza, ou le conflit Israël-Palestine. Il y a plusieurs façons d'aborder cela. Ces deux conflits qui remplissent l'agenda médiatique, quoiqu'on parle beaucoup plus du conflit entre la Russie et l'Ukraine que du conflit sur Israël et Gaza. On a beaucoup plus d'images des bombardements sur l'Ukraine que des bombardements sur Gaza. Ces deux conflits ne doivent pas empêcher de constater qu'il y a de nombreuses zones de conflit qui font un nombre de morts parfois plus important que ces deux-là. J'ai en tête notamment ce qui se passe en République démocratique du Congo, où la situation est absolument inacceptable. Mais pourquoi on en parle moins ? C'est loin. C'est l'Afrique, on n'a pas l'impression qu'il y aura des réfugiés qui vont venir chez nous si les choses se dégradent, et on n'a pas le sentiment qu'il y ait des communautés très proches qui pourraient s'écharper sur ce conflit en France. L'autre argument également, c'est que celui qui est à la manœuvre, c'est le Rwanda, et que, du fait des accusations régulières d'implication de la France dans le génocide rwandais, la France est très gênée pour mettre en cause Kagame, ce que font moins d'autres pays, et l'impunité dont Kagame a joui pendant très longtemps est en train de s'effriter devant simplement les réalités. Et là, je pense par exemple au docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, qui régulièrement le met en cause dans un silence relatif parce que sa vie a été menacée. On pourrait aussi parler du conflit au Soudan, entre deux généraux rivaux qui n'ont que objectif que le contrôle de la situation, du pouvoir et de la rente, avec une très grande déception, puisque la société civile qui avait pu imposer le retour à la démocratie a été balayée par la force, et que aujourd'hui, l'espoir n'est même plus le retour à la démocratie. L'espoir, c'est l'arrêt de combats qui ont provoqué des centaines de milliers de réfugiés, des milliers de morts et un début de crise humanitaire. Et voilà, donc les conflits, je ne parlerai pas non plus, on pourrait parler du nettoyage ethnique des Rohingyas, là aussi, ou dans la mesure où c'est loin, où c'est la Birmanie, où il est difficile de mettre en cause le bouddhisme, qui n'est pas considéré comme une religion agressive. Donc on a des conflits lointains, et c'est là où il y a une petite contradiction, puisque nos dirigeants, nos commentateurs, nous parlons sans cesse de valeurs. Nous disons, quand nous intervenons dans un conflit, que nous le faisons parce que nos valeurs sont mises en cause. Mais on ne peut pas dire qu'il y a des valeurs universelles si on les applique de façon sélective. On ne peut pas dire que l'on est ému par le sort d'Ukrainiens qui sont à quelques centaines de kilomètres de nous, et qu'on l'est moins du sort des Congolais parce qu'ils seraient un peu plus loin. Ou, disons-le franchement, parce que certains ont dit les Ukrainiens, ils ont les mêmes voitures que nous, et donc on voit très bien que les valeurs universelles qui sont sans cesse mises en avant cachent parfois des perceptions particulières, cachent des jugements moraux à géométrie variable, et en fait on est ému
par le malheur de ceux qui nous ressemblent, on l'est nettement moins par le malheur de ceux qui sont loin ou qui nous ressemblent moins. Peut-être. Dans ce cas-là, cessons de parler de valeurs universelles, parlons de nos émotions, parlons de nos intérêts, mais ne mettons pas en cause les valeurs universelles. Pour les deux conflits majeurs, Russie-Ukraine et Israël-Gaza, eh bien, je reprendrai la formule de Jean-Louis Bourlange, qui est le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, qui a un peu quand même sauvé l'honneur parlementaire en élevant le débat à propos des événements du 7 octobre et de la guerre qui s'en suivit. Il a dit à propos des événements du 7 octobre, des attaques terroristes du Hamas, je n'ai pas peur d'employer ces mots, ces événements sont inexcusables, ils ne sont pas sans cause. On pourrait dire la même chose pour la guerre entre la Russie et l'Ukraine, même si on voit bien que sur ces deux conflits, il devient de plus en plus difficile d'avoir un débat rationnel, d'avoir un débat simplement paisible, car très rapidement, les accusations d'être à la solde de Poutine, d'être antisémite, fusent dès que l'on reprend un discours qui n'est pas le discours majoritaire. Et peut-être que bientôt, on va créer une catégorie d'ennemis de l'intérieur pour ceux qui n'en prennent pas la doxa. Moi, je suis très frappé par la dérive va-t-en-guerre de la plupart des commentaires sur la guerre Russie en Ukraine. Et dans mon milieu professionnel, qui est mis à ce qu'on appelle la communauté stratégique, donc les gens qui commentent les événements, qu'ils soient à l'université, dans les think tanks, dans les journaux, des gens qui auparavant appelaient à la négociation ou disaient qu'il ne fallait pas couper les ponts, maintenant sont partisans d'une solution militaire à ce conflit. Ceux qui prônaient la guerre pour restaurer la souveraineté de l'Ukraine sur les territoires perdus passaient pour des doudingues il y a quelques mois. Ils sont maintenant au centre du débat et force est de constater, je le déplore, qu'ils sont en train de gagner la bataille idéologique, puisqu'effectivement, on peut dire rationnellement qu'il faut envoyer des soldats français en Ukraine, ou ne pas exclure de le faire, ce qui revient quand même à peu près au même, pour que l'Ukraine puisse reconquérir les territoires perdus. Sans excuse et pas sans cause, ça veut dire quoi? La Russie commet une guerre illégale, elle commet une guerre d'agression, c'est la Russie qui a lancé la guerre, c'est la Russie qui a commis des crimes de guerre, puisque viser les civils, c'est un crime de guerre. Non seulement la guerre est illégale, mais une fois qu'on a déclaré la guerre, il y a des règles de la guerre à respecter. Et notamment le fait de faire une distinction entre civils et militaires. Dans la guerre, une fois qu'elle a été déclarée de façon illégale, on a le droit de tuer des militaires, on a le droit de s'attaquer à des infrastructures militaires. Il ne faut pas, c'est formellement interdit, s'attaquer aux infrastructures civiles, écoles, hôpitaux, habitations et populations. Et ça, c'est le droit humanitaire qui est né. Alors des fois, on nous dit, oui, mais finalement, on n'aurait pas gagné la Seconde Guerre mondiale si on n'avait pas bombardé des villes, en oubliant que, justement, le droit humanitaire s'est renforcé à la lumière de ce qui a été la Seconde Guerre mondiale, et que le droit humanitaire, de l'interdiction de la Convention du génocide jusqu'aux Conventions de Genève, s'est fait en réaction aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est une guerre d'agression. Poutine a commis et a fait commettre des crimes de guerre. C'est documenté. Ce ne sont pas que les Ukrainiens qui le disent. C'est documenté de façon assez large. Mais cette guerre n'est pas sans cause, parce que de nombreuses occasions ont été manquées à l'égard de la Russie, que de nombreuses politiques occidentales ont antagonisé les relations entre le monde occidental et la Russie avant le 24 février 2022 et la décision funeste de Poutine de partir en guerre. De l'élargissement de l'OTAN qui est vu comme une agression par la Russie, ou du moins une mise en cause de sa sécurité, on dit mais l'OTAN est une alliance défensive, donc on a le droit de l'étendre. La guerre du Kosovo en 1999, menée par l'OTAN, n'était en rien une guerre défensive, c'était une guerre offensive, illégale, elle aussi, puisqu'il n'y avait pas de mandat du Conseil de sécurité et que la Yougoslavie n'avait pas attaqué les pays de l'OTAN. Que l'intervention militaire en Libye a été un facteur décisif dans la dégradation des relations entre la Russie et le monde occidental, puisque Medvedev, qui était président à l'époque et qui cherchait encore plus que Poutine un rapprochement dont on disait qu'il avait pris un tournant pro-occidental, Medvedev ne s'était pas opposé, n'avait pas posé de veto à la résolution prévoyant l'emploi de la force en Libye pour protéger la population. Poutine lui en a voulu, mais nous avons en cours de route changé la mission consistant à protéger la population de Benghazi en mission de changement de régime pour renverser Kadhafi, au motif que tant que Kadhafi sera au pouvoir, la population libyenne ne serait pas en sécurité. Les Russes se sont sentis trahis,
Poutine, du coup, a fait le procès de Medvedev. Si Medvedev est parmi les plus excités anti-occidentaux dans des commentaires complètement irréels qu'il peut faire, c'est aussi parce qu'il a été l'homme du rapprochement et qu'il a été berné par les Occidentaux, et que s'il n'a pas pu se représenter en 2012, c'est aussi parce que Poutine a fait son procès de faiblesse par rapport au monde occidental. Donc on a commis plein d'erreurs à l'égard de la Russie, mais aucune d'entre elles ne justifie ni le recours à la guerre, ni la commission de crimes de guerre que les Russes ont fait. Maintenant, quels sont les scénarios de sortie du conflit ? Il y en a plusieurs. On a longtemps espéré un effondrement de l'armée russe, notamment en novembre 2022. Il n'est pas venu. Et puis, on a vu finalement qu'on prenait peut-être nos désirs pour des réalités et que la Russie s'était mise en économie de guerre, que d'autre part, la Corée du Nord est un pays pauvre, mais riche en munitions et en obus qu'ils peuvent donner à la Russie. Et aujourd'hui, on voit que les Russes grignotent de nouveau du terrain parce qu'il y a une réalité qui est très simple, au-delà du fait que les Occidentaux ne livrent pas suffisamment d'obus et de munitions à l'Ukraine par rapport à la production nationale russe et la fourniture par la Corée du Nord de missions d'obus et de drones par l'Iran. Il y a une réalité démographique très simple, c'est qu'il y a 4 fois et demi plus de Russes que d'Ukrainiens. Et que dans une guerre de ce type, les chiffres comptent. Et que la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps les Ukrainiens vont tenir, parce qu'il commence à y avoir une fatigue de la guerre également en Ukraine. Les Ukrainiens sont très mobilisés contre la Russie. La Russie a perdu l'Ukraine. L'Ukraine était partagée entre sentiments pro-russes, sentiments pro-européens. Aujourd'hui, il n'y a plus de sentiments pro-russes en Ukraine, sauf dans les zones occupées par l'armée russe. Donc Poutine a tout échoué. Il a perdu l'Ukraine, il a renforcé l'OTAN avec 2 pays qui ont adhéré à l'OTAN, il a renforcé l'influence américaine en Europe. Tous ces objectifs stratégiques ont été des échecs. Mais en tous les cas, il ne va pas perdre cette guerre. Et les buts de guerre que nous sommes fixés, ou plutôt que Zelensky a fixés et que nous voulons suivre, à savoir récupérer tous les territoires perdus, non seulement depuis 2022, mais également depuis 2014, donc à savoir la Crimée, juger Poutine, faire payer à la Russie les dégâts qu'elle a commis en Ukraine, ces buts sont tout simplement inaccessibles. La Russie a des armes nucléaires, personne n'ira chercher Poutine à Moscou pour le juger. C'est juste irénique de dire ça, et c'est quelque part problématique que l'on aide l'Ukraine est une chose, mais que l'on ne veuille pas exercer une influence sur elle pour avoir des buts de guerre plus réalistes en est une autre, parce qu'on risque de prolonger la guerre. Alors bien sûr, quand on dit qu'il faut un cessez-le-feu, on dit, bon, mais Poutine aurait gagné la guerre, c'est lui donner raison sur ses conquêtes territoriales. Moi, je pense que Poutine a gagné les territoires, mais qu'il a perdu la guerre, dans la mesure où son objectif, son obsession, c'était la restauration de la grandeur de la Russie. Il en a plutôt montré la faiblesse. Il en a plutôt montré la faiblesse, et la Russie sera plus faible après la guerre qu'elle ne l'était avant. Poutine, brutalement, par la répression, avait restauré le statut de la Russie sur la scène internationale. Celle-ci, maintenant, est moindre, parce que, outre les sanctions économiques, il y a surtout la fuite d'une partie des élites russes qui ne veulent pas vivre dans un pays où ils peuvent être envoyés au front et où, surtout, il n'y a plus aucun espace de liberté, puisque Poutine a restauré une ambiance néo-stalinienne, les goulags de masse de moins, mais il n'y a plus du tout d'espace de liberté en Russie. Et le résultat, c'est que la Russie est, pour longtemps, tant que Poutine sera au pouvoir en tous les cas, Poutine est coupé. La Russie est coupée du monde occidental, et que tant que Poutine sera au pouvoir, cela restera le cas. Mais là où beaucoup de gens font des erreurs, c'est que l'Occident n'est pas le monde. Et que si la Russie est coupée du monde occidental, elle n'est pas coupée du reste du monde, puisqu'il y a une autre division beaucoup plus forte et qui prend de plus en plus d'importance, c'est la division The West versus the Rest. Nous ne sommes pas le monde, l'Occident a dominé le monde pendant 5 siècles, cette période a été révolue de façon assez paradoxale et curieuse. La fin du monopole occidental sur la puissance date à peu près du début des années 90, au moment où nous triomphons de l'Union soviétique. Et la grande erreur des Occidentaux, des Américains, qui sont leaders du monde occidental en tête, c'est d'avoir confondu la disparition de l'URSS et l'émergence d'un monde unipolaire, au moment même où, justement, l'émergence, la globalisation, faisait qu'un monde était en voie de multipolarisation. Non seulement la Chine, mais l'Inde, le Brésil et la plupart des pays ne veulent pas accepter un monde dominé par l'Occident. Et ce clivage, Ouest versus the Rest, l'Occident contre les autres, est alimenté par la guerre de Gaza. Parce que l'Occident,
même si maintenant, au bout de 167 jours de bombardement sur Gaza, les Occidentaux commencent à prendre un peu de distance avec le gouvernement israélien, au bout de plus de 30 000 morts. Le nombre de morts, il est supérieur à cela, plus les blessés. Je veux dire, à Gaza, on ampute sans anesthésie en ce moment. Il faut quand même voir ce que c'est. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'images, mais quand les images vont apparaître, ça sera un choc pour tous ceux qui ne pourront pas dire « je ne savais pas », parce que s'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne veulent pas savoir. Alors certains disent que c'est juste 3 caravanes sur les collines et que ce n'est pas important. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Et donc, le Sud global nous reproche d'avoir un double standard. Nous jugeons tout à fait inacceptable l'acquisition de territoire par la force lorsqu'il s'agit de la Russie et de l'Ukraine, et nous avons raison de le penser. Nous jugeons inacceptable le bombardement de populations civiles lorsque les Russes bombardent les civils ukrainiens, et nous avons raison de le penser. Mais quand c'est Israël qui acquiert des territoires par la force, nous ne disons rien. Et quand il bombarde des civils à Gaza, nous disons que c'est de la légitime défense. Et cet argument ne passe pas dans le Sud global. Et donc, il y avait déjà, les pays du Sud global déjà ne voulaient pas, ils ont condamné pour la plupart d'entre eux l'agression russe parce que l'agression n'est pas légitime, mais ils n'ont pas voulu prendre de sanctions parce que c'est des sanctions décidées par les Occidentaux et qui ne voulaient pas suivre aveuglement la politique occidentale en disant « mais nous on a des intérêts, pourquoi suivrons-nous nos intérêts? Pourquoi il faudrait faire comme vous le dites ?» alors que nous avons intérêt à avoir des relations avec la Russie, et que par ailleurs, si je suis l'Afrique du Sud, je me rappelle que c'est Moscou qui m'aidait contre l'apartheid, alors que vous souteniez le régime d'apartheid. Et que vous nous faites la leçon sur cette guerre, mais qu'ont fait les États-Unis en 2003 en Irak, et qu'ont fait les États-Unis, etc. Est-ce qu'on a été demandé à ce que George Bush soit déféré devant la Cour pénale internationale? Non. Est-ce qu'on a demandé à ce que Tony Blair soit jugé? Non. Donc c'est quoi ce double standard? Ces pays étaient déjà indépendants, ils deviennent souverains, ils ne veulent pas nous suivre. Ce n'est pas un bloc, le Sud global. Il y a des pays qui sont en confrontation directe avec l'Occident, la Corée du Nord, l'Iran, la Russie, la Biélorussie, le Nicaragua, le Venezuela. Il y a des pays qui veulent avoir des relations. Il y a la Chine qui est un rival des États-Unis, parce que le grand sujet géopolitique à venir, c'est le duel pour la première place mondiale entre Chine et États-Unis. Ce n'est pas uniquement un problème de système politique. La Chine n'était pas une démocratie transformée en dictature. La Chine a toujours été un régime autoritaire. Mais du temps de Mao, du temps de Deng Xiaoping, les Américains avaient des bonnes relations avec la Chine. Ce qui les gêne aujourd'hui, ce n'est pas la nature autoritaire réelle de son régime, c'est le fait que la Chine, qui faisait 10% du PIB américain en 2001 lorsqu'elle adhérait à l'OMC, en fait désormais 75%. Et qu'elle est devenue un concurrent à la fois technologique, stratégique des États-Unis, et que c'est le seul pays qui concurrence réellement les États-Unis. Donc, la Chine ne veut pas se couper des États-Unis. La Chine ne fournit pas d'armes à la Russie. La Chine veut continuer à avoir accès aux marchés occidentaux parce que c'est le gage de sa croissance et donc de sa légitimité politique du Parti communiste chinois. Et donc, la Chine ne veut pas se couper. L'Inde non plus, le Brésil non plus. Et vous avez un tas de pays qui simplement disent, voilà, on veut un multi-alignement. On veut bien avoir des bonnes relations avec vous à condition que vous ne demandiez pas de faire comme vous voulez. On a aussi des intérêts nationaux et généralement vous transformez en valeurs universelles ce que sont vos intérêts nationaux. Donc vous les déguisez en valeurs universelles que vous foulez aux pieds très régulièrement, mais en fait nous aussi nous avons des intérêts nationaux et nous aussi nous allons les poursuivre. Ce fossé The West versus the Rest est donc alimenté par le conflit sur Gaza parce que nous sommes pris au piège de nos propres contradictions. Pour des raisons de culpabilité historique, pour des raisons d'alliance civilisationnelle, nous avons du mal à critiquer Israël. Les autres pays du Sud ne se sentent pas coupables de la Shoah. La mémoire collective du Sud, elle est plus liée à la colonisation qu'à la Shoah, pour laquelle ils ne sont responsables en rien. Et donc nous avons une concurrence des douleurs, une concurrence des mémoires, mais en tous les cas, le fait que, juste après avoir fortement dénoncé les bombardements sur l'Ukraine, nous soyons muets ou, disons, protestons de façon très platonique contre ce qui se passe à Gaza, prouve aux yeux des pays du Sud notre hypocrisie et nous empêche de nous targuer du crédit moral, de mettre en avant des valeurs universelles que nous foulons nous-mêmes aux pieds, que nous appliquons nous-mêmes de façon sélective. Par définition, les valeurs universelles sont universelles. On ne peut pas condamner les bombardements civils dans un cas et les approuver ou ne rien dire contre dans un autre cas.
Et ça, effectivement, ces contradictions nous sont renvoyées. Et le monde occidental, qui aime bien faire la leçon au reste du monde pour dire, voilà, on vous donne telle aide à condition que vous respectez les droits de l'homme. Bon, vous êtes notre allié, on va être moins regardant. On a quand même été pendant des années moins regardant sur les droits de l'homme en Arabie Saoudite qu'à Cuba, par exemple. Et très souvent, la politique des droits de l'homme était une sorte de paravent pour mettre en avant une politique de puissance. Tout ceci, les pays du Sud s'en rendent compte et l'acceptent de moins en moins. Et donc, le crédit moral des États-Unis, le crédit moral de l'Occident est mis en cause par le soutien unilatéral et inconditionnel à Israël. Biden commence à s'en rendre compte, c'est pour cela qu'il a, après avoir mis son veto plusieurs fois sur une résolution demandant un cessez-le-feu, après avoir déploré les bombardements tout en envoyant des bombes, ce qui est quand même un petit peu contradictoire, et Blinken s'est fait photographier devant une aide humanitaire. D'un main, ils envoyaient de l'aide humanitaire, de l'autre, ils envoyaient les bombes. Donc là, il y a quand même une petite contradiction politique et intellectuelle à cela. Et surtout, c'est que le soutien bipartisan inconditionnel à Israël est en train de s'effriter aux États-Unis. Le sénateur Chuck Norris, qui est le leader des démocrates, a déclaré qu'il fallait changer Netanyahou. Chuck Schumer a déclaré qu'il fallait que, donc, il se différencie lui-même comme le juif le plus haut gradé dans l'appareil américain, puisqu'il est leader de la majorité démocrate au Sénat, qu'il fallait changer Netanyahou, que Netanyahou était un danger pour Israël, qu'il allait faire d'Israël un paria. Et Biden risque de perdre l'élection parce que les jeunes démocrates sont très en colère contre sa décision de soutenir inconditionnellement Israël et vont se réfugier dans l'abstention. Alors, c'est un peu paradoxal parce que Trump peut être élu alors qu'il est encore plus un soutien d'Israël que Biden. Mais disons que ces jeunes démocrates ne veulent pas que leur vote soit tenu pour acquis et que finalement ils ne puissent peser en aucune manière. Donc on est à cette situation et disons que l'instrumentalisation des valeurs universelles par le monde occidental est en train quand même de n'être plus tellement crédible. Et le monde n'est pas divisé entre démocratie et dictature comme le disent certains, parce que dans le Sud, il y a des vraies démocraties, l'Afrique du Sud, le Brésil et bien d'autres, et donc il n'y a pas que des régimes autoritaires. Si nous sommes menacés, ce n'est pas par des régimes autoritaires, si nous sommes menacés, c'est par nos propres contradictions. C'est par le fait de mettre en avant des principes que nous n'appliquons pas nous-mêmes. Ce que nous reproche le Sud, ce ne sont pas nos valeurs, ce sont nos incohérences. Ce sont le fait qu'on ne dise pas, qu'on dise des choses, mais qu'on ne le fasse pas. Et ils sont assez intelligents pour s'en rendre compte. Ils ne veulent plus qu'on leur dise « on va vous expliquer ce qu'il faut faire parce que nous sommes en avance, nous sommes la civilisation et nous savons mieux que vous ce qui est bon ». Et donc, si l'on veut que le monde occidental ne soit pas mis en danger, eh bien, on ne va pas le protéger par l'envoi de la guerre, mais on pourra le protéger par une plus grande cohérence et un plus grand respect des valeurs que nous voulons promouvoir. Je vous remercie.